bonjour à tous, bienvenue au Musée Curie. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Michel Spiro, qui est physicien, polytechnicien, qui notamment au cours de ce premier travail comme ingénieur au CEA participé aux découvertes des bosons intermédiaires W et Z, qui sera un peu question de l'exposer. Et à partir de 2003, c'est lui qui dirige l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules, l'INDP3, qui est l'autre tutelle du musée Curie, puisque le musée Curie est une unité mixte entre l'INDP3 et le CNRS, entre l'INDP3 et l'Institut Curie, pardon. Et Michel a dirigé l'INDP3 pendant 10 ans avant d'être président du conseil du CERN, président du conseil scientifique du CERN. Et dans ce cadre, il a contribué à la mise en œuvre du LHC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand accélérateur de particules, le plus grand au monde. Michel est président de la Société française de physique et également, j'ai appris ça, de l'IUPAC, l'International Union of Pure and Applied Physics. Et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Il va nous parler des deux infinis. Et je vous laisse la parole. Donc je vais vous parler des deux infinis, mais je vais parler des deux infinis sur un angle des grandes découvertes qui ont eu lieu ces dernières années, notamment la découverte du boson de Higgs au CERN à Genève, la découverte des ondes gravitationnelles, la carte du Big Bang avec le satellite Planck, pour illustrer comment des collaborations mondiales peuvent se mettre en route, en marche, pour conduire des aventures à la fois technologiques et scientifiques, donc mondialisées sur le long terme, hors normes, pour un bien commun qui est la connaissance. Donc à travers ces trois découvertes, ça me permettra de faire un peu le point sur l'infiniment petit et l'infiniment grand, et en même temps, et c'est la partie un peu idéaliste de mon exposé, montrer comment ces modèles de collaboration mondiale pour un bien commun qui est la connaissance et conduite sous forme d'autogestion où les porte-paroles sont élus, les décisions sont prises par tous ensemble, comment ces modèles-là pourraient servir pour les grands défis mondiaux qui nous attendent, hein, comme le climat, la biodiversité, l'environnement en général. Je passerai plus de temps sur la découverte du boson de Higgs, qui a été orchestré par le CERN, pour deux raisons. D'une part parce que j'ai présidé le CERN, comme l'a dit Renaud, entre 2010 et 2012, au moment du démarrage du LHC en 2010 et la découverte du boson de Higgs en 2012. Donc je mettrai plus l'accent sur cette découverte. Et d'autre part parce qu'elle est plus reliée aux travaux de Marie Curie. Marie Curie a travaillé sur l'infiniment petit, hein, sur la radioactivité. La découverte de la radioactivité avec Henri Becquerel et Pierre Curie, dès le départ, a mis en évidence trois interactions fondamentales. À travers la radioactivité alpha, la radioactivité se manifeste sous trois formes. Il y a ce qu'on appelle la radioactivité alpha, bêta et gamma. Chacune est associée à une interaction. La radioactivité alpha, c'est l'interaction forte. C'est celle qui aujourd'hui, qu'on décrit aujourd'hui en termes de quarks et de gluons, les composants élémentaires du proton. C'est toujours une interaction fondamentale. La désintégration gamma, c'est l'interaction électromagnétique véhiculée par le photon, qui est toujours une interaction fondamentale aujourd'hui. Et la désintégration bêta, c'est la désintégration faible, l'interaction faible, qui est véhiculée justement par les fameux bosons intermédiaires que j'ai contribué à découvrir au CERN. Et ces trois interactions fortes, électromagnétiques et faibles, sont décrites par la théorie quantique des champs relativistes, qu'on appelle le modèle standard, la théorie la théorie est donc quantique relativiste qui décrit l'interaction forte électromagnétique et faible. Et elle a connu son couronnement, cette théorie, avec la découverte de la clé de voûte de la théorie, qui était le boson de Higgs, parce que sans le boson de Higgs, toutes les particules seraient sans masse. Et c'est le boson de Higgs qui donne la cohérence à cette théorie des interactions fortes électromagnétiques et faibles, donc des trois types de radioactivité découverts par Marie Curie. Et sans le boson de Higgs, toutes les particules seraient sans masse. Donc je vais me pesantir plutôt sur cette découverte, mais je vous parlerai aussi de la découverte des ondes gravitationnelles et de la carte du Big Bang pour montrer que les deux infinis sont bien reliés. Vous voyez ici en quoi cette aventure
technologique et technologique à la découverte du boson de Higgs. Vous avez ici la machine qu'on appelle le LHC, donc qui fait 27 km de circonférence, qui est sous terre. Hein. Vous avez ici le tunnel dans lequel circule l'anneau, dans lequel sont accélérés et stockés des protons, donc de 7 téraélectronvolts. Je vais enregistrer la flèche là. Sont accélérés et stockés des protons qui ont 7 téraélectronvolts et qui tournent dans un sens, et d'autres tournent dans l'autre sens, et ils viennent se collisionner en 4 points, là où sont positionnés les détecteurs qu'on appelle ALICE, Atlas, LHCb et CMS. C'est donc un anneau, l'anneau fait quelques centimètres de diamètre, 27 km de circonférence, mais là ce que vous voyez c'est l'enceinte cryogénique qui contient les aimants qui permettent de maintenir les protons sur la trajectoire de l'anneau. C'est des aimants supraconducteurs, donc refroidis par de l'hélium superfluide à une température de 1,9 Kelvin. Les protons circulent dans un anneau donc de quelques centimètres de diamètre dans lequel il y a un vide, un ultravide, 10-11 torr, c'est-à-dire 10-11 mm de mercure, c'est un des vides les plus puissants qu'on sache faire dans l'univers. Les collisions donc, ont lieu dans 4 endroits, et ces collisions produisent des énergies qui sont les plus grandes énergies que l'on puisse produire dans l'univers. Donc vous avez à la fois des points très chauds qui sont l'endroit de ces collisions, et en même temps une machine très froide. Donc vous voyez que c'est quand même une prouesse technologique. Aussi, on peut se rendre compte de la prouesse technologique, c'est que lorsque vous faites collisionner deux protons de 7 téraélectronvolts chacun, 7 téraélectronvolts, donc c'est 7000 milliards d'électronvolts, ça pourrait paraître peu parce que c'est l'énergie d'un moustique en vol, mais c'est contenu dans un proton qui a un volume qui est des milliards de fois plus petit qu'un moustique. Donc la densité d'énergie est la plus importante que l'on sache réaliser actuellement. Et donc la collision de 2 protons vous donne une densité d'énergie considérable à partir duquel on arrive à produire des particules qui jaillissent de la collision à travers la formule d'Einstein E égale mc2. Et donc on peut produire des milliers de particules qui ont des masses beaucoup plus petites que l'énergie divisée par C2 de ces collisions. Alors comme je vous l'ai dit, un moustique en vol, c'est pas grand-chose, mais vous avez pas loin d'1 million de milliards de protons qui circulent dans un sens et dans l'autre. Et donc là, 1 million de milliards de moustiques en vol, c'est l'équivalent de l'énergie d'un TGV. Et donc les faisceaux qui circulent en sens inverse l'un de l'autre emportent avec eux une énergie voisine de celle d'un TGV. Et donc, bien entendu, il ne faut pas les perdre. Si on perd le faisceau de manière incontrôlée, eh bien, il va traverser l'anneau, il va traverser les détecteurs situés dans les 4 endroits dont je vous ai parlé, et faire des dégâts irrémédiables. En fait, c'est ce qui s'est produit en 2008 au premier démarrage du LHC, et ça nous a on a perdu 2 ans pour démarrer finalement en 2010, et depuis ça tourne très bien, et ça va tourner jusqu'en 2035. Donc vous voyez que c'est quand même une aventure technologique, on appelle ça le Seigneur des Anneaux, hein, c'est le plus grand anneau au monde, hein, et c'est l'énergie la plus grande que l'on sache faire avec des protons et les collisions les plus importantes avec une densité d'énergie la plus considérable qu'on sache réaliser au monde. C'est une aventure scientifique où travaillent des gens du monde entier, donc une aventure mondialisée. Presque tous les pays sont rassemblés et il y a 12 000 scientifiques répartis dans les 4 expériences, donc 3 000 scientifiques par expérience, qui travaillent ensemble pour réaliser ces détecteurs que je vais vous montrer dans un instant, qui ont permis de voir les collisions et de trouver dans ces collisions la trace du boson de Higgs. C'est une aventure sur le long terme, donc l'idée du boson de Higgs date des années 60. On savait simplement que cette particule donc, permettait de comprendre comment la masse peut s'expliquer pour les autres particules, comment le boson de Higgs peut conférer une masse aux autres particules, je reviendrai là-dessus. On savait simplement que cette masse du boson de Higgs lui-même devait être inférieure à 1 téraélectronvolt sur C2, et donc c'est pour ça qu'on a conçu une machine qui puisse faire des collisions 7 téraélectronvolts contre 7 téraélectronvolts, parce qu'il y avait suffisamment d'énergie pour pouvoir démontrer que où le boson de Higgs existe et on le voit, ou si on ne voit rien, ça veut dire qu'il n'existe pas et que la théorie que l'on a imaginée doit être reconsidérée. Donc c'était un peu to be or not to be pour le boson de Higgs,
avec cette machine conçue en 1980, approuvée en 1990, donc démarre les premières collisions en 2010 et elle va tourner jusqu'à 2035. Donc on est vraiment sur du long terme et du collaboratif. C'est le contraire déjà, vous voyez, des paradigmes qui dominent aujourd'hui, hein, où on est plutôt dans le compétitif et dans le court terme. Là, on a une aventure dans le long terme et collaborative. C'est pour ça que je dis qu'elle peut servir de modèle pour les défis mondiaux qui doivent être traités de manière collaborative sur la planète et sur le long terme. Hein, pour le climat, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et pour la biodiversité non plus, et pour les problèmes d'énergie, etc. La découverte du boson de Higgs en 2012, donc ça a été un nouveau palier de la connaissance. Comme je vous l'ai dit, ça a permis de comprendre, d'avoir un modèle, une théorie qui explique l'interaction forte, l'interaction électromagnétique et l'interaction faible, les trois types de radioactivité découverts par Marie Curie, de manière unifiée. Vous verrez que ça se décrit avec une seule équation, et ça permet de comprendre à la fois ces trois interactions et en plus de comprendre d'où vient la masse des particules. Et vous verrez que c'est un progrès non trivial, puisque la masse n'apparaît plus comme une propriété intrinsèque, mais une propriété partagée entre le vide quantique et la matière et les particules. En fait, d'ailleurs, les collisions proton-proton, hein, je vous ai dit que c'était une densité d'énergie considérable, elles permettent d'extraire du vide quantique des particules qui sont transformées de manière virtuelle de réelles particules. Et c'est comme ça qu'on décrit ces collisions proton-proton. L'extraction à travers l'énergie du vide quantique de milliers de particules. C'est cette communauté scientifique qui a réalisé les grands détecteurs. La machine elle-même a été réalisée essentiellement par le laboratoire CERN qui est situé ici. Vous voyez ici, en fait, vous avez vu le décor, hein, c'est les Alpes ici, il y avait le Mont Blanc, ça c'est le lac Léman, l'aéroport de Genève, et la frontière qui apparaît à travers cette ligne pointillée entre la France et la Suisse, et le grand anneau de 27 km qui va donc depuis l'aéroport de Genève jusqu'au Jura qui est en premier plan. Donc ce laboratoire CERN, c'est une organisation internationale avec à peu près 3000 chercheurs et ingénieurs techniciens, surtout d'ailleurs des ingénieurs techniciens. C'est eux qui ont réalisé ce grand accélérateur, même s'il y a eu des contributions d'un peu tous les pays. Ça a été le chef d'orchestre très dirigiste, si on peut dire, de la construction de cette machine. Par contre, les détecteurs, eux, ont été construits de manière très collaborative par les chercheurs du monde entier qui se sont associés, donc 3000 par détecteur, pour apporter chacun une petite brique à ces grands appareils photo qui permettent de visualiser les collisions proton-proton, je vous montrerai tout à l'heure, où on voit des milliers de particules qui sortent. Il y a à peu près 1 milliard de collisions par seconde. Dans ces détecteurs, il y a des millions de pixels. Donc vous voyez le défi qu'il y a d'avoir des appareils photo très rapides, et le traitement des données, où vous avez 20 millions de pixels que multiplie 1 milliard de collisions par seconde qu'il faut digérer pour trouver quelques centaines ou quelques milliers de bosons de Higgs. Encore une fois, je vous montre à quoi ressemblent les machines. Donc on part en fait, c'est un emboîtement, une cascade de machines. On part d'une bouteille d'hydrogène où sont sortis des protons. Ces protons sont accélérés dans une première machine qui les monte jusqu'à 2 gigaélectronvolts, puis dans une deuxième qui les monte jusqu'à 26 gigaélectronvolts, qui était la machine des années 80. Ensuite, ça va dans le SPS, qui est donc une machine déjà qui fait 7 km de circonférence et qui les monte jusqu'à 400 gigaélectronvolts, 400 milliards d'électronvolts. C'était la machine des années 90 et début des années 2000. Et ensuite, c'est injecté dans le LHC, 27 km de circonférence, pour monter jusqu'à 7000 milliards d'électronvolts. Et donc produire des collisions dans les 4 détecteurs qui ont la taille de cathédrale, hein, qui sont montrés ici, et qui ont chacun une spécificité. Hein. CMS et Atlas ont permis de découvrir le boson de Higgs, ce sont des détecteurs dits généralistes. LHCb, le détecteur qui est proche de l'aéroport de Genève, étudie la différence de comportement entre les particules et les antiparticules pour essayer de comprendre pourquoi dans l'univers il n'y a que de la matière et pas d'antimatière, alors qu'à partir de l'énergie, justement des collisions, on fabrique autant de particules que d'antiparticules qui semblent avoir les mêmes propriétés. Et Alice, qui lui s'est spécialisé dans les collisions plomb-plomb, parce qu'on peut accélérer aussi du plomb et faire des collisions plomb-plomb. Ça permet de voir dans les collisions plomb-plomb faire un Big Bang un peu plus gros, dans lequel les quarks et les gluons, qui sont les constituants des protons,
viennent se déconfiner et sortir et naviguer dans le volume constitué par les deux noyaux de plomb. Voilà, tout ça c'est fait, donc c'est organisé et c'est orchestré par le CERN, même si, comme je vous l'ai dit, il y a deux parties un petit peu distinctes. Il y a la machine elle-même qui est construite par le laboratoire du CERN et les détecteurs qui sont construits et réalisés de manière autogestionnaire par toute la communauté mondiale. Mais le CERN a ces deux objectifs, d'une part de mutualiser un grand équipement, l'accélérateur, et d'autre part d'accueillir les utilisateurs et de les faire travailler ensemble et réaliser la détection, la capacité d'avoir des collaborations mondiales qui viennent travailler autour de cette machine. Le CERN, alors qu'est-ce que c'est? Le CERN a été conçu comme une organisation internationale permettant d'accueillir des physiciens du monde entier sur son sol du laboratoire où étaient construites les machines, que j'ai montré tout à l'heure. C'est une convention donc, qui a créé en 1954 une convention entre les États, un traité entre les États qui a permis de démarrer cette aventure. Cette convention est déposée à l'UNESCO avec tout de suite les 4 objectifs qui sont un objectif de recherche, des objectifs d'innovation technologique, des objectifs d'éducation et des objectifs de rassembler par-delà les différences des gens du monde entier. Donc la recherche, c'est repousser les frontières des connaissances, donc c'est le boson de Higgs, les secrets du Big Bang, à quoi ressemblait la matière dans les premiers instants de l'univers, de l'existence de l'univers, du Big Bang. Développer de nouvelles technologies, alors autour essentiellement des accélérateurs, de l'imagerie des particules, du traitement de l'information. Le web est né au CERN, et le traitement des données, comme je vous l'ai dit, est un défi qui a permis de mettre ensemble tous les calculateurs du monde entier pour créer un peu le concept de cloud computing, mais avant l'heure. Former donc les scientifiques et les ingénieurs de demain, je vais insister un petit peu sur tout ça, et rassembler des personnes de différentes nations et différentes cultures, comme je l'ai déjà dit. Et je vais procéder en sens inverse, je vais commencer par le dernier point et remonter jusqu'au premier point. Donc rassembler par-delà les différences la planète entière autour du CERN. Donc c'est ce que j'appellerais la communauté de l'anneau, hein. Le LHC, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est le plus grand anneau au monde, hein, comme on l'a dit. Donc là, vous voyez la carte du monde, comment les différents pays du monde sont connectés au CERN. En blanc, ce sont les pays qui ne sont pas connectés du tout au CERN, pour l'instant. On y travaille, mais enfin, pour l'instant, ils ne sont pas connectés. C'est surtout l'Afrique et une partie de l'Asie. En rouge, ce sont les pays donc, qui ont des accords de coopération avec l'organisation, avec le CERN, qui essentiellement ont apporté des briques aux appareils, aux détecteurs que j'ai montrés, et qui participent à l'analyse des données, et qui ont participé à la découverte du boson de Higgs. En vert, ce sont les pays qui non seulement ont apporté des briques aux détecteurs et participent à l'analyse des données, mais ont aussi apporté des briques à la machine, au LHC, un grand anneau de 27 km de circonférence, sous la direction du CERN. Donc vous voyez ici les États-Unis, l'Inde, la Russie, la Chine. En bleu ciel, ce sont les pays dits associés au CERN, qui non seulement ont apporté des briques à la machine et au détecteur, mais mettent dans un pot commun pour le CERN, ils mettent 10% de ce qu'ils mettraient s'ils étaient membres, et qui participent à toutes les décisions du Conseil du CERN, mais qui n'ont pas le droit de vote, mais ils participent aux délibérations. Et en bleu foncé, ce sont les pays qui sont les plus actifs, les membres du Conseil du CERN, donc qui non seulement contribuent à la machine, au détecteur, mais sont les pays membres du Conseil du CERN et donc participent à toutes les décisions sur le budget, sur la construction de la machine. Par exemple, en 1994, c'est eux qui ont décidé de la construction du LHC et qui nomment la direction de l'exécutif du CERN, celui qui a le laboratoire qui a construit la machine, le détecteur, la machine, pardon, le LHC. Vous voyez ici que les États-Unis ont 1900 personnes présentes au CERN, c'est-à-dire plus que l'Allemagne ou plus que la France. Donc c'est vraiment une machine mondiale et avec des détecteurs qui rassemblent des physiciens du monde entier. Ça, ce sont le nombre d'utilisateurs, de physiciens, de chercheurs et d'ingénieurs qui participent à cette aventure scientifique.
Le CERN, donc, c'est 3000 personnes, je l'ai dit, hein, il y a 2300 permanents, 1400 qui sont des personnels temporaires pour des périodes payées par le CERN, qui viennent à Genève pour des périodes qui vont depuis le mois jusqu'à quelques années, qui viennent de tous ces états-là, et puis 12 000 scientifiques qui ont construit donc ces détecteurs et qui, eux, sont payés par leur laboratoire d'origine. Par exemple, pour la France, c'est le CNRS ou le CEA, leur laboratoire d'origine, mais qui viennent travailler au CERN pour l'aventure scientifique, mais qui sont payés par leur laboratoire d'origine, même si le CERN les sert un peu de chef d'orchestre. Le budget est d'1 milliard d'euros par an. Donc, comme je vous l'ai dit, deux types d'organisations. Une organisation pour la construction de la machine, c'est une organisation où les personnels sont nommés, donc nommés par le Conseil du CERN, comme je vous l'ai dit. Le Conseil du CERN s'appuie sur un comité des finances, un comité des directives scientifiques, nomme le directeur général, l'exécutif, bien entendu fait attention à la sécurité, tout le staff. Donc c'est ce qui a permis de construire cette fameuse machine de 27 km de circonférence. Et la communauté de l'anneau, qui elle est organisée dans 4 grandes expériences, donc qui sont sur un principe d'autogestion, reconnaissance par les pairs et élection à tous les niveaux, élection de tous les chefs, si on peut dire, les porte-paroles, et de tous ceux qui s'occupent des différents éléments du détecteur. On voit ici par exemple la coordinatrice de la physique dans Atlas, une des grandes expériences, en 2003, hein, c'était en 2003 ça, qui est Fabiola Gianotti, qui a été élue, et qui depuis a fait son parcours et qui maintenant a été nommée par le Conseil du CERN pour devenir directrice du laboratoire CERN. C'est elle qui est actuellement la directrice actuelle. Donc c'est une manière aussi de faire émerger des leaders qui sont ensuite promus à des fonctions de direction de l'organisation CERN. Le CERN fait donc des accords bilatéraux avec chacune de ses collaborations et traite, donc c'est les fameux accords de coopération dont j'ai parlé. Et donc c'est ce mode d'organisation autogestionnaire et reconnaissance au mérite qui pourrait servir un petit peu pour organiser des actions autour des biens communs comme le climat et la biodiversité. Donc c'est ça qui a permis de construire ce fameux détecteur Atlas, qui a la taille d'une cathédrale. Vous voyez ici une personne, ça c'était en cours de construction, depuis il est rempli de millions de pixels. Les activités de formation, comme je l'ai dit, hein, le CERN fait des actions de formation à tous les niveaux et dans tous les pays. Il y a des écoles, par exemple une école ici au Chili, qui est promue par le CERN. La formation porte aussi bien sur les scientifiques confirmés que sur les jeunes chercheurs, que sur les étudiants, que sur les professeurs de physique. Hein. Il y a beaucoup de professeurs de physique, hein, des milliers qui viennent par an, au CERN de différentes nationalités, pour essayer ensuite d'expliquer aux élèves ce que sont les particules élémentaires, la radioactivité, les 3 interactions dont j'ai parlé. J'ai parlé de 3 interactions quantiques relativistes. Hein, je n'ai pas parlé pour l'instant de la gravitation. Hein. La gravitation, elle fait l'objet, elle, d'une autre étude, c'est celle justement qui concerne la cosmologie et les ondes gravitationnelles dont je parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, on est dans les 3 interactions fortes, électromagnétiques et faibles. Il y a de plus de 100 000 visiteurs par an, hein, je vous invite à aller visiter le CERN, hein, si vous pouvez. C'est très facile, hein, en quelques clics, vous vous inscrivez dans une visite, c'est gratuit. Il faut juste arriver à se déplacer pour aller jusqu'à là-bas. Vous pouvez faire des visites de la journée. Et c'est probablement en Europe l'endroit de tourisme scientifique le plus important. Hein. La NASA fait mieux avec Cap Kennedy, où il y a 1 million de visiteurs par an. Mais en Europe, et ce n'est pas les Français qui apportent les contingents de visiteurs les plus grands, les Italiens sont plus présents que les Français. Les technologies, donc comme je vous l'ai dit, c'est autour des accélérateurs, alors notamment pour la protonthérapie, l'Institut Curie connaît bien ça, hein. La dronthérapie qui se développe en ce moment, et d'autres techniques plus futuristes, où on pourrait imaginer d'utiliser l'antimatière pour détruire les tumeurs avec des accélérateurs. L'imagerie médicale qui permet c'est les chambres à la de Charpak au début, mais maintenant c'est des détecteurs de pixels de silicium, qui permet de localiser la tumeur et de voir où s'arrête l'accélérateur pour essayer de faire arrêter des faisceaux juste à l'endroit de la tumeur. Alors comment ça marche? Eh bien, on envoie des faisceaux, donc là ici vous avez le cerveau, et on envoie un faisceau juste à l'endroit de la tumeur, mais il faut bien sûr imager la tumeur, donc c'est avec
ces détecteurs de pixels qu'on arrive à faire une imagerie très précise. Et puis, il faut traiter l'information. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le CERN est en tête, et le web est né au CERN, mais la grille de calcul qui met en réseau tous les calculateurs du monde entier, de tous les utilisateurs, donc de tous les centres, de tous les laboratoires, de toutes les universités et de tous les chercheurs qui travaillent auprès du LHC, c'est cette mise en réseau qui permet de faire un supercalculateur à l'échelle de la planète, qui permet de stocker et d'analyser les données avec ce qu'on appelle la grille de calcul, l'ancêtre du cloud computing. Et donc ces formes d'innovation, énormément d'innovations ont été stimulées par le CERN et sont mises dès le départ, hein, la convention du CERN a demandé à ce que l'innovation soit ouverte, soit gratuite, soit sans brevet, et donc accessible au monde entier gratuitement. C'est ainsi que les premiers écrans tactiles sont nés au CERN dans les années 70. Depuis, il y a eu le web dans les années 90, et donc l'apport du CERN a été, d'une part, c'est né au CERN pour faire collaborer le monde entier autour de la machine qui précédait le LHC. Et l'apport du CERN a été surtout que ça a été mis à la disposition du public gratuitement, alors que Hewlett-Packard et d'autres compagnies étaient prêts à breveter des concepts voisins. Et donc, grâce à ça, ça a un peu changé la face du monde, hein, puisque grâce à ça, le web est gratuit, ce qui n'empêche pas de faire une économie qui est construite sur le web, mais le web lui-même a été mis à la disposition du public gratuitement. Le modèle, c'est le logiciel libre, hein, qui sont le modèle pour l'innovation ouverte. Vous savez, les softwares qui sont construits de manière coopérative et gratuite, mais par-dessus lesquels des entreprises peuvent faire des services qui, eux, sont payants. Un peu comme pour le web, vous avez des services qui sont payants, mais qui sont basés sur une infrastructure qui, elle, est gratuite et accessible librement. Tout un tas de simulations rayonnement matière détecteur qui servent d'ailleurs pour la médecine, hein, énormément, hein, ce qu'on appelle les simulations géants, qui sont développées par le CERN en accès libre pour simuler l'interaction de la matière, du rayonnement, et avec des détecteurs. Les caméras, donc type Sharpak au début, les caméras PET, maintenant aussi l'IRM, les grands aimants qui ont été développés pour le LHC, servent pour l'imagerie médicale, notamment pour faire de la résonance magnétique. À Saclay, notamment, il y a un Neurospin, hein, qui est basé directement sur les aimants développés pour le CERN. Les circuits électroniques qui permettent de traiter l'information sont également en hardware libre. Les publications, toutes les publications qui viennent du CERN sont publiées gratuitement, sont disponibles gratuitement dans toutes les universités. Le CERN en amont, avec les agences, finance les éditeurs qui font leur travail de sélection des papiers les meilleurs et qui font l'édition de ces papiers avec les rapporteurs qui regardent la qualité des papiers et contribuent à l'amélioration de ces papiers. Donc ils sont payés en amont par les agences, c'est ce qu'on appelle l'open access. Et par contre, dans toutes les universités, c'est accessible gratuitement et c'est permis à tous les chercheurs du monde entier, y compris en Afrique, d'avoir accès à toutes les publications qui sortent du CERN gratuitement. L'accès aux données, de plus en plus, est aussi gratuit et libre. Là, les astronomes ont un temps d'avance par rapport aux physiciens des particules et ont mis leurs données en accès libre depuis longtemps. Pour le CERN, c'est plus compliqué parce que c'est des données assez abstraites qui sont pas faciles à utiliser. Un tas d'outils collaboratifs mondiaux, notamment la gestion de projet, hein, bien entendu, puisque pour gérer un projet mondialement comme ces grands détecteurs, il a fallu développer des outils collaboratifs mondiaux. Et enfin, donc, la grille de calcul, comme je vous l'ai dit, qui permet de traiter et de stocker les données du LHC, est également un concept qui est maintenant utilisé par bien d'autres disciplines. Et donc, on a eu un rapport de l'OCDE qui a permis de montrer que ce type d'innovation ouvert était beaucoup plus stimulant pour la croissance et pour résoudre des défis mondiaux que ne l'est le système de brevets privatif avec lequel fonctionne l'industrie. Pour faire ça, il a fallu imaginer une manière de faire travailler les industriels et les chercheurs ensemble dans ce qu'on appelle Open Lab, donc en travaillant ensemble avec une propriété intellectuelle partagée et ouverte. Ça n'a pas été facile parce que les industriels ont plutôt l'habitude de la propriété intellectuelle fermée. Voilà les premières collisions en 2010.
donc les fameux mini Big Bang, proton-proton, réalisés en 2010 et qui permettent de voir des milliers de particules à partir desquelles il a fallu essayer d'extraire le boson de Higgs. 1 milliard de collisions par seconde. Voilà des collisions plomb-plomb, c'est des dizaines de milliers de particules produites par collision. 1 milliard de collisions par seconde, donc vous voyez un peu le... Voilà donc le 4 juillet 2012, lorsque dans l'amphithéâtre du CERN, les expériences du CERN observent au milieu de tout ça une particule dont les caractéristiques sont compatibles avec celles du boson de Higgs. Et bien sûr, ceci a fait l'objet d'une conférence de presse, et ça a été une autre grande surprise. La presse s'en est emparée, les télévisions, les radios. Il y a eu un écho médiatique très grand, alors que c'est quand même une découverte extrêmement abstraite, hein, comme vous allez le voir. On estime qu'environ 1 milliard de personnes ont été exposées à la découverte du boson de Higgs, et se sont entendu parler de cette découverte. La presse a senti que c'était comme la découverte d'un nouveau continent, un continent de la connaissance. Voilà comment c'était présenté. Donc ça, c'est les premières images de collision dans lesquelles un boson de Higgs se désintègre en 2 photons. Et on ne peut pas le voir directement, et il se désintègre immédiatement, mais il apparaît 2 photons qui sont montrés ici par gamma, hein, comme la radioactivité gamma, hein, c'est ces gamma qui sont là, ici en vert. Ces 2 photons, on arrive à mesurer leur direction et leur énergie, et à partir de là, on arrive à mesurer la masse de la particule parente éventuelle qui pourrait être à l'origine de ces 2 gamma. Alors en fait, des collisions dans lesquelles il y a 2 gamma, il y en avait beaucoup, il y en avait des milliers, en fait, et on pouvait chaque fois, pour chaque paire de gamma, reconstituer la masse de la paire des 2 gamma en question. Et donc vous voyez qu'il y a un espèce de continuum, hein, ça c'était ce qu'on appelle un histogramme. Ici vous avez 1500 collisions dans lesquelles vous avez 2 gamma, dont la masse reconstituée est entre 100 et 102 GeV, et puis vous en avez un peu moins, entre 110 et 112 GeV, et puis vous avez un espèce de continuum, hein, les points expérimentaux sont en noir, avec leur barre d'erreur, et vers 125 GeV, vous avez un petit pic, un peu plus d'événements qu'attendu par simplement ce continuum. Le continuum est bien reproduit par le modèle standard, par la théorie de la physique des particules, qui non seulement reproduit le continuum, mais comme je vous l'ai dit, on ne savait pas à quelle masse, ce modèle standard ne prédit pas à quelle masse serait le boson de Higgs, mais par contre, si le boson de Higgs a une certaine masse, là, le modèle standard peut dire comment il doit apparaître, et il doit apparaître comme un petit excès, une petite bosse, par-dessus le continuum qui est ici. Et donc, si le boson de Higgs avait une masse de 125 GeV, le modèle standard prédisait qu'il devait y avoir une petite bosse, et c'est justement cette petite bosse qui est observée par-dessus ce continuum, qui est cette ligne jaune qui traverse le reste des données. Là, ici, vous avez un zoom, hein, donc on voit bien cette petite bosse qui est exactement la bosse attendue par le modèle standard si le boson de Higgs a 125 GeV. S'il avait 150 GeV, la bosse serait un petit peu plus large et un petit peu moins haute. S'il avait 800 GeV, elle serait très large, avec une forme un petit peu différente. Donc on pouvait dire que toutes les expériences du CERN, c'était vu à la fois par Atlas et CMS, observer une particule dont les caractéristiques avaient bien ce qu'on attendait d'un boson de Higgs à 125 GeV. D'autant plus que c'était vu dans un autre canal, un peu moins bien vu, mais avec 4 électrons ou 4 muons, ou 2 électrons, 2 muons. Et on pouvait dire que la probabilité que ce soit simplement une fluctuation statistique, hein, puisque vous voyez qu'il y a des petites fluctuations qui sont associées à chaque point, la probabilité que ce soit une fluctuation statistique qui soit responsable de cette bosse, c'était une malchance sur 1 milliard, donc c'était très vraisemblable que c'était un vrai phénomène lié au boson de Higgs. Donc 2 expériences, 2 canaux différents, ça permettait d'annoncer qu'on avait découvert cette particule qui était donc la clé de voûte du modèle standard. Sans le boson de Higgs, il apparaissait des infinis, des incohérences dans le modèle, et en plus toutes les particules étaient de masse nulle. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a atteint un nouveau palier de la connaissance. En fait, on le voit, ce palier, c'est le palier de 50 ans d'histoire. Vous voyez un peu comment la matière maintenant est décrite comme une structure emboîtée, emboîtée à la fois du point de vue de la matière et emboîtée du point de vue des lois. L'air qui est dans cette pièce, donc c'est la physique classique, obéit à la loi des gaz parfaits, pression, volume, température. L'air, c'est une infinie diversité de possibilités et des lois qui sont relativement simples, pression, volume, température, le monde des lois est complètement déconnecté du monde de la matière.
Par contre, si vous regardez d'un peu plus près, vous savez que l'air dans cette pièce est fait de molécules, des molécules de gaz carbonique, des molécules d'oxygène, des molécules d'eau. Et ces molécules obéissent à la chimie, c'est déjà plus abstrait. Les molécules sont déjà moins nombreuses. Les molécules sont faites d'atomes, c'est la table de Mendeleïev, qui obéissent à la physique atomique, qui elle est déjà beaucoup plus abstraite. Les atomes sont faits d'électrons qui tournent autour de noyaux. Les noyaux, c'est la physique nucléaire. Les noyaux sont faits de protons et de neutrons. C'est ce qu'on appelle la physique hadronique. Les protons et les neutrons sont faits de quarks et de gluons qui sont confinés à l'intérieur des protons qu'on n'arrive pas à extraire, un peu comme s'ils étaient liés par des ressorts. Plus on tire dessus, plus la force les rappelle. Et ces quarks et ces gluons et ces électrons constituent aujourd'hui le monde des particules élémentaires. Mais ces quarks et ces électrons, pour les décrire, et ces quarks, il faut utiliser ce qu'on appelle des champs quantiques relativistes, c'est-à-dire des champs, c'est des opérateurs qui créent à partir du vide quantique justement des particules et les annihilent, qui créent non seulement des particules, mais qui créent des objets qui sont à la fois des particules et des ondes. C'est le côté probabiliste de la mécanique quantique, qui est à la fois ondulatoire et corpusculaire. Donc ces champs quantiques relativistes sont des concepts matérialisés qui sont extrêmement abstraits. Donc vous voyez qu'on est parti d'une démarche où il y avait une infinie diversité, une relative simplicité, vers des composants qui sont extrêmement en nombre très réduit. Toute la matière est faite à partir du quark U, du quark D et de l'électron. Et donc un nombre de composants très réduit, mais une abstraction et une complexité de cette abstraction qui est très grande au point qu'on ne sait plus très bien ce que signifie un électron. Voir un électron ou voir un quark, c'est devenu extrêmement abstrait. C'est pour ça que je parlais de concepts matérialisés. Donc voilà le monde des particules élémentaires. Donc chacune de ces particules ici, c'est un champ quantique relativiste. Donc les quarks U et D et les électrons. Il y a les muons, les taux qui sont des électrons lourds. Il y a aussi les neutrinos qui sont... Donc les électrons, les muons, les taux interagissent par interaction électromagnétique et par interaction faible. Les interactions, c'est donc les interactions électromagnétiques, c'est les photons. L'interaction faible, c'est les bosons intermédiaires, très lourds. L'interaction électromagnétique, c'est les interactions fortes, c'est les gluons. Les gluons et les photons sont de masse nulle. Les bosons intermédiaires sont de masse très grande. Les interactions, qui sont pourtant du domaine des lois, sont représentées comme des particules élémentaires, des champs quantiques relativistes, tout comme les particules de matière. Les particules de matière, donc vous avez aussi les quarks qui interagissent à la fois par l'interaction électromagnétique faible et forte. Les neutrinos, c'est que par interaction faible. Donc vous voyez un peu la cartographie. Toutes ces particules obéissent à une symétrie très abstraite, hein, c'est une symétrie de groupe mathématique. Si on n'avait que ça, eh bien toutes ces particules seraient de masse nulle. La seule différence entre les particules de matière et les particules de force, c'est ce qu'on appelle le spin. Les particules de matière ont des spins demi-entiers, c'est ce qu'on appelle des fermions. Ne peuvent pas être mises dans le même état quantique, c'est le côté impénétrable de la matière. Par contre, les particules de force, c'est des spins entiers, spin 1, et on peut les mettre dans le même état quantique, c'est comme ça qu'on fait des lasers, de photons. Et pour arriver à rendre compte de la masse de ces particules, il a fallu imaginer une nouvelle classe de particules qu'on appelle les bosons de Higgs, qui sont des spins 0. C'est les seules particules de spin 0. Donc le boson de Higgs a un spin 0. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul boson de Higgs, peut-être qu'on en trouvera d'autres. Et c'est lui qui, à travers les propriétés du vide quantique, réalise une brisure spontanée de cette symétrie. Je reviendrai là-dessus. Et c'est cette brisure spontanée de symétrie dans le vide quantique qui fait que le vide quantique acquiert une espèce de viscosité qui est vue par les particules élémentaires. Et cette viscosité, c'est elle qui est responsable de la masse inertielle des particules élémentaires. Masse inertielle qui est donc à la fois une propriété des particules et du vide quantique, à travers une brisure spontanée de symétrie. C'est un peu le même phénomène que la supraconductivité. C'est une transition de phase dans le vide quantique qui fourmille de particules virtuelles à cause de la mécanique quantique. Et c'est cette propriété du vide quantique qui, à travers le boson de Higgs, est responsable de la masse des particules, de toutes les particules élémentaires. Voilà, donc c'est pour ça que c'était si important de trouver le boson de Higgs.
En fait, donc c'est ce mécanisme en fait, qui a été imaginé par Brout, Englert et Higgs. Robert Brout est décédé, François Englert et Peter Higgs sont toujours vivants et ont obtenu le prix Nobel pour ce mécanisme. Comme je vous l'ai laissé entendre, le vide quantique est plein de particules virtuelles, c'est la relation d'incertitude delta E, delta T, pendant un temps très très bref. Vous pouvez avoir une énergie qui apparaît dans le vide quantique et qui se transforme en particules virtuelles par la relation E égale mc2, très très brève, donc elles ne sont pas détectables. Et ce vide quantique qui fourmille de particules virtuelles, c'est un peu un quasi-milieu. Vous avez maintenant 5 milieux, hein, dans les gaz, les solides, les liquides, les plasmas qui sont les milieux faits de particules ionisées, donc d'électrons et de noyaux. Et enfin, le vide quantique fait de particules virtuelles. Ce vide quantique connaît une brisure de symétrie. C'est un peu comme si vous appuyez sur un bâton, eh bien, vous avez une symétrie par rapport à l'axe du bâton, et à un moment, le bâton va flamber, et la symétrie de l'axe du bâton va être spontanément brisée. Mais si vous répétez un grand nombre de fois l'expérience, eh bien, cette symétrie, vous la retrouverez parce qu'elle sera brisée, ça chambrera dans n'importe laquelle des directions, et l'ensemble des directions représente une symétrie par rapport à l'axe du bâton. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le vide quantique. Au départ, lorsque l'univers était très très chaud, au moment du Big Bang, eh bien, l'énergie du vide, qui est représentée par ce potentiel V de phi, était considérable. C'est le moment de l'inflation du Big Bang. Donc là, vous voyez que je rejoins l'infiniment petit. Vous avez une symétrie par rapport à cet axe-là. La valeur moyenne du champ de Higgs, qui est représentée par phi ici, valeur imaginaire et valeur réelle, est nulle dans le vide quantique. Par contre, l'énergie est grande. Et à un moment, vous avez une espèce de flambage du vide quantique, et l'énergie du vide va tomber à quasiment zéro, mais par contre, la valeur moyenne du champ de Higgs va devenir non nulle, et vous avez cette espèce de rigole, c'est ce qu'on appelle le chapeau mexicain, dans lequel va tomber la représentation du vide quantique. La valeur moyenne du champ de Higgs dans le vide quantique va devenir non nulle, l'énergie du vide par contre va devenir nulle, l'inflation a cessé, mais la valeur moyenne du champ de Higgs, c'est ça qui est responsable de la masse des particules et va donner une masse aux particules. Encore une fois, le champ de Higgs, c'est un champ, donc il est associé à une particule, et il fallait découvrir cette particule de Brout, Englert et Higgs, dont la seule chose qu'on savait, c'est qu'elle a une masse inférieure à un TeV sur C2, d'où le LHC qui accélère des protons jusqu'à 7 téraélectronvolts, et donc était capable de trouver ce boson de Higgs. Et lorsqu'il a été trouvé, donc en 2012, ça a été l'occasion, bien sûr, pour tout le monde dans cet amphi que je vous ai montré, où était annoncée cette découverte, François Englert et Peter Higgs ont donc, un an après, obtenu le prix Nobel pour ce mécanisme qu'ils ont imaginé. Mais quand même, le prix Nobel a été décerné de manière collective, si on peut dire, même si c'est interdit, puisque le prix Nobel est donné au maximum à 3 personnes. Donc là, il a été donné aux deux seuls survivants, hein, puisque Robert Brout était décédé, pour la découverte théorique du mécanisme qui permet de comprendre l'origine de la masse des particules élémentaires, mais qui a été confirmé récemment par la découverte de la particule associée par les collaborations Atlas et CMS au CERN, au grand collisionnaire de hadrons du CERN, au LHC. Donc c'est une manière de reconnaître, à travers l'intitulé du prix Nobel, que c'était une découverte qui était collective. Depuis, cette découverte s'est bien confirmée, puisqu'on a vu dans l'autre canal à 4 électrons, 4 muons, un autre pic à 125 GeV, qui est exactement le pic du boson de Higgs. Et maintenant, on espère bien voir cette particule dans beaucoup de modes, notamment avec voir que le couplage, donc la façon dont le boson de Higgs se désintègre est proportionnel à la masse des particules, c'est ce qui est prédit par la théorie, et d'ici 2035, on devrait pouvoir voir la désintégration du boson de Higgs dans beaucoup de canaux et montrer que c'est chaque fois la probabilité de désintégration est proportionnelle à la masse des particules dans lesquelles le boson de Higgs va se désintégrer. On n'a pas pour l'instant encore une courbe comme ça, c'est ce qu'on espère avoir d'ici 2035. Voilà comment marche le LHC actuellement. En 2012, donc, on avait atteint un nombre de collisions qui est donné par ce chiffre-là, 30 femtobarres-1, hein, c'est des millions de milliards de collisions. Depuis, on a presque augmenté d'un facteur 10, enfin on en a à 100 femtobarres-1.
On arrive vers 2018, là. Ensuite, on va encore gagner un facteur 3 d'ici 2021, on va améliorer la machine, et on va donc gagner un facteur 30. On a pour l'instant accumulé que 3% de ce qu'on aura d'ici 2035. Et on commence déjà à réfléchir à quelle machine pourrait succéder au LHC. Et il y a deux idées. Soit une machine électron-positron qui permettrait d'étudier en détail des nouvelles particules trouvées par le LHC au-delà du boson de Higgs, parce que le boson de Higgs va déjà être étudié très à fond par le LHC. Donc là, une machine éplusée-moins qui permettrait d'étudier en détail, parce que les collisions proton-proton, hein, les protons ne sont pas des particules élémentaires, hein, c'est des assemblages de quarks, et donc on n'a pas une énergie bien déterminée. Lorsqu'on fait des collisions, il faut en faire des milliards pour arriver à produire des bosons de Higgs. Lorsqu'on fait +/-, c'est des particules élémentaires, on peut étudier en détail la particule lorsqu'on connaît exactement sa masse. On a juste à ce moment-là l'énergie pour en faire une usine à cette nouvelle particule. Donc là, ça serait un collisionneur linéaire qui serait parallèle au lac Léman, ou bien, si on veut découvrir encore de nouvelles particules qui ont des masses plus grandes que ce qu'on peut atteindre avec le LHC actuellement, eh bien, on ferait une machine circulaire de nouveau, qui serait plus grande que le LHC, qui pourrait faire 100 km de circonférence. Et donc, on a deux projets, soit parallèle au lac Léman, machine linéaire électron-positron, soit circulaire, là vous avez le LHC en blanc, et la machine qui est déjà étudiée, qui passerait sous le lac Léman, et ferait le tour du SADEV, 100 km de circonférence, et vers 2025, il faudra décider, en fonction de ce qui se passera. Hein. D'abord, on va, comme je vous l'ai dit, tourner jusqu'en 2035, et puis donc avec la possibilité soit de trouver de nouvelles particules, soit de découvrir des déviations dans ce qu'on mesure par rapport à la théorie, qui pourrait indiquer la présence de particules à découvrir avec une machine plus puissante que le LHC. Donc vers 2025, choix de la nouvelle machine, après le LHC, pour continuer l'aventure de la connaissance. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on est à un palier qui est décrit par une équation qui décrit l'ensemble des interactions électromagnétiques faibles et fortes, les trois interactions quantiques décrites par la théorie quantique des champs relativistes. Mais il reste une interaction qui est la gravitation, qui pour l'instant n'est pas décrite du tout par cette équation-là, mais qui est décrite par une autre équation, qui est l'équation d'Einstein, qui a une philosophie totalement différente. C'est une équation géométrique. Elle décrit la gravitation comme une courbure dans l'espace-temps, donc un phénomène purement géométrique. C'est une équation déterministe, alors que l'autre était probabiliste, comme la mécanique quantique. Donc on a deux équations qui pour l'instant sont irréconciliables d'un point de vue mathématique. Cette équation, donc ça c'est un rayon de courbure qui est associé à la quantité d'énergie, ici T mu nu, à un endroit local avec la relation masse égale énergie. Et puis ici lambda, une constante cosmologique qui pourrait être éventuellement la densité d'énergie du vide quantique. C'est peut-être l'énergie du vide quantique qui est là. Est-ce que la constante cosmologique c'est l'énergie du vide? Peut-être que c'est ça. À ce moment-là, c'est ça qui serait le pont entre la théorie d'Einstein de la gravitation et la théorie des interactions quantiques avec le vide quantique qui est sous-jacent à l'équation précédente que j'ai montrée. L'équation d'Einstein a connu, elle aussi, des confirmations fantastiques, notamment récemment avec la première détection des ondes gravitationnelles en 2016, en février 2016, due à la coalescence de deux trous noirs massifs de 30 masses solaires chacun, qui ont coalescé pour donner un seul trou noir de 60 masses solaires. Et cette coalescence produit cette espèce de danse qui vient aboutir à une fusion, produit une perturbation dans l'espace-temps lui-même, une ride dans l'espace-temps qui se propage et qui a été détectée par donc une variation des distances entre deux interféromètres extrêmement sensibles qui font chacun 3 km de circonférence. Donc c'est des lasers qui viennent interférer ici et qui ont chacun 3 km de distance. Et il y en a plusieurs, hein, deux antennes aux États-Unis, une antenne en Europe. Et c'est cette coalescence qui a été la signature de la coalescence de deux trous noirs et la confirmation de l'équation que j'ai montrée juste avant, qui prédisait ces ondes gravitationnelles et l'intensité de ces ondes gravitationnelles pour deux trous noirs qui coalescent. Donc une belle confirmation, un peu comme le boson de Higgs l'a été pour la théorie des champs quantiques relativistes, c'est une confirmation pour la théorie d'Einstein.
l'équation d'Einstein. Autre confirmation, elle vient de la cosmologie du Big Bang, et donc je vais m'appesantir un petit peu. L'équation d'Einstein prédit également que l'espace dans lequel a lieu cette courbure de l'univers et de la matière et de l'espace-temps, cet espace, l'espace de l'univers s'étend. En fait, toutes les galaxies se fuient les unes les autres et l'univers se dilue. On peut voir l'univers comme un espèce de gaz, gaz de galaxie, qui se détend, et donc la température, entre guillemets, dans l'univers chute au fur et à mesure, et la densité chute au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et donc quand on voit loin dans l'univers, on voit l'univers tel qu'il était il y a longtemps, puisque la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Donc lorsque vous regardez par exemple le Soleil, vous voyez le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes, parce que le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Lorsque vous regardez le centre de la galaxie, vous le voyez tel qu'il était il y a 10 000 ans ou 30 000 ans. Lorsque vous regardez très très loin, vous pouvez voir l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Et quand on regarde dans le passé, l'univers était plus dense et donc plus chaud, comme un gaz. C'est ce que prédit l'équation d'Einstein. Et donc si vous regardez suffisamment loin, vous allez voir l'univers quand il était très très chaud, et très très chaud, ça veut dire que les structures étaient décomposées, les étoiles, tout était décomposé, et on peut voir l'univers lorsqu'il était, c'est l'image la plus lointaine et la plus chaude de l'univers que l'on peut voir, c'est lorsque l'univers était une soupe d'atomes en formation. Lorsque les atomes d'hydrogène, d'hélium se sont formés, lorsque la température était de l'ordre de 3000 degrés Kelvin, eh bien on est capable de reconstituer l'image de cet univers d'atomes en formation. Lorsque les atomes se sont formés, la lumière produite par la formation des atomes, les atomes étant électriquement neutres, cette lumière a pu parvenir jusqu'à nous et on peut la détecter, faire cette image. Auparavant, lorsque les atomes n'étaient pas encore formés, l'univers était un plasma d'électrons et de noyaux, puisque les atomes n'étaient pas formés, et là il était opaque, la lumière ne pouvait pas se propager, et donc on n'arrive pas à voir l'univers lorsque les atomes étaient décomposés. Donc l'image la plus lointaine de l'univers et de l'univers le plus chaud, c'est celle des atomes en formation. C'est cette image qui a été vue par Planck en 2012 aussi, l'image du fond du ciel, lorsque l'univers avait une température de 3000 degrés, les atomes d'hydrogène en train de se former, les protons et les électrons en train de se recombiner. Et donc là, c'est la carte de température de l'univers, 3000 degrés avec des inhomogénéités. En bleu, c'est les parties les plus froides, en rouge, les parties les plus chaudes. Mais en fait, les contrastes de température sont très fins. Ils sont de quelques dixièmes de degrés. Donc 3000 degrés avec des contrastes de quelques dixièmes de degrés de différence entre les parties froides et les parties chaudes. Néanmoins, ces contrastes ont été mesurés et on pense que ce sont ces contrastes qui ensuite, sous l'effet de la gravitation, sont venus s'accentuer pour donner naissance jusqu'à des contrastes tels que la matière, les atomes formés ont constitué, les atomes d'hydrogène ont constitué les premières étoiles, puis ensuite les premières galaxies et tout le développement de l'univers tel qu'on le connaît. Et on pense par ailleurs que ces atomes, ces contrastes trouvent leur origine 380 000 ans plus tôt dans ça c'est une image qui date d'il y a 13,8 milliards d'années, et on pense que ces atomes en formation, 380 000 ans plus tôt, donc on est très proche du Big Bang, ces contrastes viennent des fluctuations quantiques du vide, justement, et donc toutes les galaxies trouveraient leur origine ultime dans les fluctuations quantiques du vide. Donc nous, on serait le résultat de fluctuations quantiques du vide, ça nous ramène à bien peu de choses. Voilà donc l'histoire de l'univers telle qu'on peut la reconstituer. Vous avez ici l'univers observable, donc on peut observer jusqu'à 13,8 milliards d'années-lumière, la distance parcourue par la lumière en 13,8 milliards d'années. L'univers est sans doute beaucoup plus grand, mais on ne peut pas voir plus loin parce qu'on tombe sur un mur qui est ce mur opaque dont j'ai parlé. L'univers observable, il y a 13,8 milliards d'années, était réduit à quasiment un point, très chaud, une énergie très grande, le vide quantique a fluctué à ce moment-là, et une grande énergie est venue produire cette fameuse inflation dont j'ai parlé au tout début.
qui a produit cette énergie s'est transformée en une soupe de particules de masse nulle et indifférenciée. Au bout de 1 picoseconde, le mécanisme de Brute-Angler et Higgs a transformé ces particules en particules de masse qui sont les masses que l'on connaît, donc de particules différenciées. Les interactions se sont différenciées entre l'interaction faible, l'interaction électromagnétique et l'interaction forte. Au bout de quelques microsecondes, les quarks et les gluons se sont regroupés en protons et en neutrons. Auparavant, c'était des quarks et des gluons qui étaient déconfinés, comme d'ailleurs le détecteur ALICE a pu le voir dans son petit volume de collision plomb-plomb. Donc les protons et les neutrons se sont formés. Au bout de 3 minutes, les premiers noyaux se sont formés. Au bout de 380 000 ans, les noyaux et les électrons se sont combinés pour faire les fameux atomes et donner cette carte que vous voyez là. Et après, donc, les premières étoiles se sont formées au bout de 400 millions d'années. Puis ensuite, les galaxies. Et sur la Terre, la vie est apparue il y a environ 3 milliards d'années, 3 à 4 milliards d'années, pour donner jusqu'à tout, venir jusqu'à tout. Donc voilà l'image, l'histoire de l'univers. On pourrait croire que tout est connu à travers ça, mais en fait, il y a encore toujours des grandes énigmes. Donc je les énumère, ces grandes énigmes. D'abord, pourquoi c'est 125 GeV, la masse du boson de Higgs, et pas des milliards de GeV qui sont l'énergie du vide quantique dont est partie l'inflation. Qu'est-ce que c'est que la matière sombre? Lorsqu'on regarde les mouvements des étoiles dans l'univers, on s'aperçoit que la matière qui est faite des particules élémentaires dont j'ai parlé, dont on est fait nous, des atomes dont on est fait, ne représente que 1/5 de toute la matière. Il y a 5 fois plus de matière faite d'un nouveau type de particules dont on ne connaît pas la nature et que l'on recherche avec le LHC, mais que pour l'instant on n'a pas trouvé. Quelle est la nature de l'énergie sombre qui semble donner lieu à une nouvelle inflation de l'univers, une expansion exponentielle, et qui est peut-être associée à une énergie résiduelle du vide quantique, mais donc on ne connaît pas la nature, qui serait la fameuse constante cosmologique. Où est passée l'antimatière? Donc il devrait y avoir autant d'anti-étoiles que d'étoiles, et il y a une différence entre l'antimatière et la matière que l'on n'a pas comprise encore pour l'instant, qui serait responsable du fait qu'il n'y a pas d'anti-étoiles. Les neutrinos ne sont pas totalement bien compris, ils ont des masses extrêmement faibles dont on se demande si elles proviennent du même mécanisme que les autres particules. Donc est-ce que c'est le mécanisme de Higgs qui est responsable de la masse des neutrinos? L'unification de la gravité avec les interactions quantiques, avec la théorie quantique des champs, on ne sait pas le faire pour l'instant. Et dans toute cette histoire de l'univers, quelle est la part du hasard, puisqu'on part d'un univers quantique, la part des lois et la part de l'émergence nécessité, hasard et nécessité dans l'émergence. Beaucoup de questions, d'ailleurs, quand les enfants qui viennent au CERN, on leur demande de faire un petit dessin et de le commenter, et ce qu'ils retiennent de ce qu'on leur raconte, qui ressemble un petit peu à ce que je vous ai dit, c'est qu'un physicien cherche le pourquoi du pourquoi. Ça résume un petit peu ce que je viens de vous raconter. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire un ouvrage que j'ai écrit avec Gilles Cohen-Tannoudji, qui s'appelle Le boson et le chapeau mexicain, donc chez Folio Essai, ou bien Relativité et Quantas dans les éditions Le Pommier. J'ai écrit aussi un petit livre pour les enfants autour de ces questions-là, et un livre avec Étienne Klein et Francis Bernardo et Sandrine Laplace, La physique des infinis. Et quand je disais que cette aventure collective ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour les biens communs, donc c'est la dernière partie que je vais faire assez rapidement. Cette aventure a pu être réalisée que parce qu'il y avait un certain nombre d'ingrédients. Il y avait d'abord l'enthousiasme, la passion qui animait toute cette communauté, un idéal commun qui permet d'arriver à être autogéré et à prendre des décisions au nom de cet idéal commun. Tous les métiers qui sont associés pour arriver à réaliser ces détecteurs et tous les défis qui sont derrière. Hein. Je vous avais parlé d'ultravide et d'aimant supra. C'est des bijoux technologiques qu'il a fallu développer avec l'industrie et les chercheurs sous forme d'innovation ouverte. Tous les métiers, encore une fois, hein, vous avez une variété de détecteurs qui sont mis en œuvre dans ces grands détecteurs qui sont ces cathédrales technologiques. Voilà, par exemple, pour CMS, il y a à la fois des aimants, des cristaux scintillants, des pixels, des calorimètres, des trackers à silicium, etc. Le fameux computing, le défi de traitement des données, 1 milliard de collisions par seconde, 10 millions de pixels,
Pour traiter tout ça, donc on met des détecteurs, des calculateurs des centres de calcul de la planète entière qui vont jusqu'à très grands centres de calcul, jusqu'à des centres universitaires et des calculateurs personnels qui sont mis en réseau. En fait, d'ailleurs, ce type d'organisation est tout à fait l'organisation qui a été mise en œuvre pour la découverte du boson de Higgs, pour faire travailler la communauté, et qui est le type d'organisation qu'on pourrait imaginer pour les biens publics mondiaux. Vous avez un chef d'orchestre qui est donc le CERN, avec un centre de traitement des données au CERN, qui est ce qu'on appelle le nœud d'ordre 0. Ensuite, vous avez des nœuds d'ordre 1, qui sont des grands centres, et qui permettent de mutualiser au niveau de région des grands centres de données, de stockage des données et d'analyse. Pour la France et l'Europe, vous avez le centre de calcul de l'IN2P3, justement, dont Renaud a parlé, de l'IN2P3. Mais vous avez un centre aux États-Unis et un centre au Japon. Ensuite, vous avez les centres universitaires, qui sont les centres de niveau 2, et ensuite, au niveau 3, les calculateurs personnels, donc les citoyens. Et donc, ce type d'organisation est tout à fait ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est le modèle qui a servi pour organiser la communauté de l'anneau. Le CERN sert de chef d'orchestre, et la communauté a des racines qui vont jusqu'aux citoyens, pour essayer, ou jusqu'aux chercheurs en l'occurrence, pour essayer de travailler ensemble sur un bien commun. Donc qu'est-ce que j'appelle biens publics mondiaux? C'est des biens naturels à préserver, comme l'eau, la biodiversité, l'atmosphère, avec un risque de surutilisation, ou bien des biens créés par l'homme qui demandent qu'à être développés, la connaissance, l'Internet, l'éducation, la santé, ou bien des biens créés par une politique mondiale, comme la paix, la lutte contre la pauvreté, la stabilité financière. L'ONU est bien sûr le lieu naturel pour coordonner toutes les organisations internationales. Il y a une organisation pour la météo, qui pourrait servir à être un peu comme le CERN du climat, pour la santé, comme l'OMS, pour l'éducation, comme l'UNESCO. Et donc, comme je vous l'ai dit, on pourrait imaginer, un peu comme ce traitement des données, avoir une organisation internationale qui sert de chef d'orchestre pour le climat ou pour la santé, donc avec une convention signée par les États, un conseil où se retrouvent les États, mais aussi les multinationales et les ONG, des grands centres nationaux ou régionaux d'ordre 1 avec des partenaires industriels et des associations et des États, pour la mise en commun partielle en vue d'un but commun avec l'organisation internationale, des universités, des entreprises, des associations pour le réseau d'ordre 2, la connexion au niveau 2, pour la connexion au niveau 3, donc les citoyens connectés au niveau 2, niveau 1 et niveau 0, et avec une aventure collaborative, auto-organisée, un idéal commun, une constitution, comme c'est le cas pour ces grandes collaborations dont j'ai parlé. Atlas et CMS sont dotés d'une constitution, une hiérarchie plate favorisant le brassage, la conscience, l'émulation et la reconnaissance par les pairs. Donc l'aventure est coordonnée par l'organisation internationale, un mélange de collaboration et d'émulation, ce qu'on appelle au CERN la coopétition, une stratégie partagée sur le long terme, remise à jour régulièrement. Je vous ai dit qu'on essaie déjà de réfléchir à la machine au-delà du NHC, mais pour le climat aussi, il faut agir sur le long terme et remettre à jour régulièrement. C'est un peu ce qui est fait avec le GIEC, notamment. Il faut, pour participer à l'aventure, adhérer à un code de conduite. C'est ce qu'on fait pour le CERN. Si vous voulez participer à l'analyse des données et faire partie de l'aventure, il faut signer une charte qui promeut l'intégrité, l'engagement, le professionnalisme, la créativité, la diversité. L'ONU a commencé avec le CERN à regarder dans quelle mesure ce modèle-là pourrait être utilisé pour les biens publics mondiaux. Moi, j'ai participé à l'organisation d'un workshop, d'un atelier entre le CERN et l'ONU en novembre 2015. On organise au Vietnam régulièrement des rencontres pour essayer de voir comment ce modèle pourrait être extrapolé, notamment pour une communauté européenne de l'énergie et du climat, avec une dimension mondiale. On essaie de promouvoir avec l'UNESCO une année mondiale autour de ce thème des recherches de la science fondamentale pour le développement, qui pourra promouvoir ce modèle-là. Et je terminerai donc en conclusion avec cette planche pour vous rappeler que le CERN, le LHC, pourrait peut-être servir comme modèle pour la société.
Vous avez vu que cette aventure, le boson de Higgs, mais c'est pareil pour la carte du Big Bang ou pour la découverte des ondes gravitationnelles, c'est basé sur un rationalisme collectif. Je pense qu'on retrouve l'idéal de Marie Curie, hein. La science pour la connaissance, c'était aussi son idéal, même si à cette époque-là, il n'y avait pas ce côté science mondiale. Mais l'idéal est sous-jacent dans pas mal de déclarations de Marie Curie, hein, sur la connaissance. Basé sur un rationalisme collectif et des valeurs communes, rassemblant par-delà les différences religieuses ou de citoyenneté, le LHC est sans doute la plus grande aventure scientifique mondialisée. Il correspond à une quête de l'humanité, une part d'infini qui est en nous. Cette aventure pourrait servir de modèle à bien d'autres tournés vers les grands défis mondiaux, avec un mélange d'organisation mondiale couplée à une communauté mise en réseau, une stratégie mondiale couplée aux initiatives locales. Toutes les échelles de temps sont conjuguées et la collaboration et l'émulation sont conjuguées aussi sous ce concept de coopétition. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une part d'idéalisme que j'essaie de promouvoir à travers ça. Mais je reprends la citation de Goethe, hein, il faut rêver l'impossible pour réaliser le possible, et je pense qu'on sera amené à le réaliser si on veut pouvoir survivre aux défis mondiaux. Merci beaucoup.